Le principe pour être tranquille dans un lieu touristique comme celui-là, c'est d'arriver super tôt pour éviter les grosses files d'attente, les cars, les enfants, les bus scolaires et toutes ces conneries. Voilà. Mais ça pose quand même la question des files d'attente. Parce qu'on a inventé l'avion, le bateau, les voitures, les hélicoptères, les fusées, on a envoyé des hommes sur la Lune, parce que oui, on a envoyé des hommes sur la Lune, désolé, hein. Et les files d'attente, c'est toujours la même chose, il y a toujours la caisse au supermarché qui est juste à côté qui va plus vite que la nôtre. Alors pourquoi ? Pourquoi on a des files d'attente? Comment se créent les files d'attente, les bouchons, les embouteillages? Est-ce qu'il y a une science derrière les files d'attente? Tout d'abord, les files d'attente, c'est une organisation qui est spontanée. Partout où il y a plus de demandes que d'offres, ou partout où l'offre est plus lente que la demande, des files d'attente se créent automatiquement. Les gens s'organisent alors spontanément pour former une file d'attente. Le principe de la file d'attente a toujours servi à la même chose, à savoir faire passer les gens de façon organisée à un endroit donné. Par exemple, vous entrez dans une boulangerie, il y a déjà 3 personnes en train d'attendre, il n'y a pas besoin qu'on vous prenne par la main pour que vous vous mettiez en 4e position et que vous attendiez votre tour. Mais après, il y a plein de façons de faire ça, et l'idée c'est quand même de préserver une certaine forme de justice. Il n'y a rien de pire que d'attendre pendant 3 heures pour entrer quelque part et de voir quelqu'un qui est arrivé depuis 10 secondes et puis qui passe devant vous. Pas bien, c'est injuste. Pour autant, dans la plupart des files d'attente, personne ne prend en charge cette gestion de la justice. On attend de la file d'attente qu'elle s'autogère, qu'elle gère elle-même sa propre organisation. Je dis la plupart parce que c'est pas tout le temps le cas, évidemment. C'est-à-dire que quand on va organiser le trafic aérien, il va de soi qu'il y a des gens qui organisent la position des avions, l'ordre dans lequel chacun va se poser. Sois clair. Ce système globalement est très bien et fonctionne à peu près bien, mais seulement sous 2 réserves. La première, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, et la deuxième, c'est que l'offre ne soit pas trop limitée. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose de taper une file d'attente au supermarché et de taper une file d'attente dans un lieu hautement touristique que des gens font des dizaines de milliers de kilomètres pour aller voir, si vous voyez ce que je veux dire. Si, pour reprendre notre exemple, vous entrez dans une boulangerie, il y a 80 personnes en train d'attendre, là, il y a une forte chance que la file d'attente soit complètement désorganisée, que ce soit un bordel sans nom et que chacun joue des coudes pour essayer de se pointer le plus tôt possible devant la caisse en ne respectant plus absolument aucune forme d'ordre. Et si une offre est trop limitée par rapport au nombre de demandes, imaginez par exemple la billetterie d'un concert des One Direction dont les 100 premières places seraient gratuites. Dans ce cas-là, on va voir apparaître ce qu'on appelle une cohue. Les gens ne vont plus du tout respecter l'attente, ils vont simplement essayer d'être les premiers en place. Et si on est dans un cas où l'offre est vitale, vous imaginez par exemple les tickets de rationnement ou des litres de flotte en temps de guerre ou en temps de grande famine. Là, on peut même voir apparaître de la violence, des émeutes, etc. Je vous renvoie à ce sujet-là à la vidéo sur le bâillement pour voir un petit peu ce qui peut se passer quand on a du comportement grégaire. Parce que c'est pas Jojo. Du coup, assez naturellement, quand on sait qu'on va avoir du monde, ce qu'on fait, c'est qu'on organise une file d'attente. La méthode la plus simple restant le fait de faire une file d'attente devant un guichet. C'est ce qu'on a dans les péages autoroutiers, c'est ce qu'on a dans les supermarchés, enfin c'est ce qu'on a encore à plein d'endroits. À partir de là, on peut même affiner pour optimiser le temps d'attente. On peut avoir par exemple des caisses qui prennent que la carte bleue par rapport à d'autres qui prennent aussi des espèces. Sur un péage autoroutier, on va avoir un certain nombre de files réservées aux télépéages. On peut aussi avoir des caisses qui sont réservées aux gens qui ont moins de 10 articles, comme on peut avoir des caisses qui sont prioritaires pour les femmes enceintes, les personnes handicapées, etc. C'est un système qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, et on choisit soi-même son guichet, et en général ce choix est super crucial. Non, je vais pas aller derrière cette vieille parce qu'elle est en train de sortir son porte-monnaie, que dedans il y a des coupons de réduction et qu'elle veut faire la pointe avec des pièces de 2 centimes. Je vais pas aller derrière ce couple qui a 2 chariots pleins, mais tout le monde sera d'accord pour dire que quelle que soit la file d'attente que vous choisissez, les autres files d'attente avancent plus vite. Comment est-ce que c'est de possible? Pour répondre à cette question, il va falloir bien distinguer 2 choses. La première, c'est qu'on a un biais cognitif à la fois amnésique et de raisonnement qui fait qu'on a tendance à non seulement ne se rappeler que des fois où ça allait plus vite à côté, mais surtout avoir un raisonnement qui va être complètement fallacieux, qui va consister à s'imaginer que ça va plus régulièrement plus vite à côté. Donc on a déjà ce préjugé à la base. Par ailleurs, il y a une réalité statistique derrière tout ça, qui est que quand vous êtes à la caisse numéro 4 de votre supermarché et qu'il y a 19 autres caisses, vous n'êtes qu'à une seule caisse. Donc l'ensemble des autres caisses, ça fait 19 fois plus de chances d'aller plus vite que vous. Donc il y aura mécaniquement des files d'attente qui iront plus vite que vous, c'est normal. Comme il y en aura d'autres qui iront moins vite que vous. Et la deuxième chose qu'il faut bien considérer, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre votre file d'attente et votre attente. Chaque personne dans votre file d'attente est un individu qui est en train d'attendre et on a du mal souvent à considérer l'intérêt général de tout le monde versus son propre intérêt perso.
C'est-à-dire qu'on en a marre d'attendre. Pour info, c'est pour cette raison qu'on a créé les feux rouges. En général, toutes les files d'attente devant chaque caisse vont à peu près aussi vite, globalement. Maintenant, évidemment, localement, il peut y avoir des à-coups. Pour avoir une personne qui ne trouve pas son portefeuille, une personne, on ne trouve pas le prix d'un article. C'est-à-dire, localement, il peut se passer des choses. Mais globalement, c'est tout pareil. Un exemple super frappant pour ça, c'est en bagnole dans les bouchons. Dans les bouchons, il n'est pas rare de se retrouver derrière une personne qui profite du fait qu'il est à l'arrêt pour vérifier ses mails sur son téléphone. Ce qui fait que quand la bagnole devant lui avance, il va mettre plus de temps à redémarrer que la file d'à côté. Et du coup, la file d'à côté va plus vite. Et en général, c'est complètement contre-productif d'imaginer que dans un bouchon, il y a des voies qui vont plus vite que d'autres. Imaginez, voilà, vous êtes sur la voie du milieu dans un bouchon. D'un coup, vous vous dites, merde, la voie de gauche va plus vite. Donc je vais aller à gauche. C'est pas instantané. Le temps que vous alliez à gauche, vous allez bloquer la voie de gauche. Ce qui fait que la voie de gauche, après vous, va être ralentie. Donc il y a des gens qui, sur cette voie, vont se dire, merde, mais la voie de gauche n'avance pas. D'autant qu'une fois que vous êtes sorti de la voie du milieu, vous libérez énorme de place, ce qui fait que la voie du milieu, derrière vous, se met à avancer beaucoup plus vite. Ce qui fait que les gens qui sont sur la voie de gauche se disent, merde, mais la voie du milieu, en fait, ça va beaucoup plus vite. Et donc ils se disent, tiens, je vais aller sur la voie du milieu. Et ça recommence, et ça recommence. Et ça n'arrête pas. Et c'est comme ça que vous devenez vous-même responsable d'un bouchon, mais derrière vous. Et c'est bien là le problème fondamental, c'est que comme il est derrière vous, vous n'en avez pas conscience, ou globalement, vous vous en foutez. En bas de chez moi, il y a un carrefour qu'on peut représenter comme ça. Et le matin, il y a beaucoup de bagnoles qui arrivent par cette voie. En fait, ils arrivent vite parce que ça vient d'une voie qui est rapide. Et quand ils arrivent dans cette rue, cette rue, elle est à 50 km/h. Donc déjà, ils ont l'impression de devoir freiner comme des dingues. Et ils arrivent à un feu rouge. Là, le truc, c'est que quand c'est leur tour de passer, quand le feu est vert, ils considèrent que les prochains, c'est eux. Sauf que les prochains, c'est pas nécessairement eux, parce que si le feu passe au rouge et que l'autre feu passe au vert, c'est l'autre voie qui a la priorité, et donc du coup, il y a un certain nombre de bagnoles qui vont passer. Ce qui fait que très régulièrement, ce que font les gens, c'est qu'ils entrent dans le carrefour, même s'ils n'ont absolument pas la place d'en sortir, parce que le feu était vert pour eux. Et là où c'est parfaitement cocasse dans ce cas, c'est qu'au bout de la rue, en fait, il y a un autre carrefour qui mène justement à l'autre voie de ce carrefour. Ce qui fait que on peut très vite se retrouver complètement bloqué par sa propre faute. Le mec ne voulait pas attendre que le feu passe encore au rouge avant de rentrer dans le carrefour, ce qui fait qu'il est rentré dans le carrefour et donc il a bloqué la voie qui bloque sa voie. Quelque part, s'il était tout seul, je dirais que c'est bien fait. Mais il est jamais tout seul. Parce que s'il est tout seul, en fait, ça bloque pas. C'est fluide. C'était tout seul. Et concernant les bouchons automobiles, il y a pire que ça. Autant je comprends parfaitement que quand il y a un accident ou quand il y a un rétrécissement sur les voies, sur l'autoroute, de fait, on passe de 4 voies à 2 voies, ça fait un goulot d'étranglement, donc ça ralentit, voilà, il y a des bouchons, c'est normal. Autant je comprends également que pour ceux qui sont dans l'autre sens, ils ralentissent pour regarder, et donc du coup, ça fait également un ralentissement. Autant il y a des fois, sur l'autoroute, vous avez un bouchon sans aucune raison. Quand je dis sans aucune raison, il n'y a pas de travaux, pas d'accident, pas de neige, de verglas, de je sais pas quoi, de pluie, le temps est sec, le temps est clair. Vous avez 3 voies qui vont tout droit sur toute la durée du truc. À un moment donné, vous vous retrouvez à l'arrêt. Complètement arrêté. Et d'un coup d'un seul, vous savez pas comment, mais vous êtes sorti du bouchon. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'effet chenille. Quand ça arrive en ville, on appelle ça l'effet accordéon, mais c'est la même chose. L'idée est la suivante, vous êtes sur l'autoroute et il y a une circulation qui est relativement dense, mais tout le monde roule à peu près bien. Vous avez un premier mec qui, pour une raison X, Y, il croit qu'il a reconnu quelqu'un dans une bagnole à côté, je veux dire, il a regardé le plafond, il a vu un oiseau passer, peu importe la raison. Va se mettre à freiner un tout petit peu. Il va juste ralentir un petit peu. Comme le type freine doucement, le type qui est juste derrière lui ne se rend pas tout de suite compte qu'il freine. Donc il va freiner un peu plus tard. Mais donc du coup, il va devoir freiner un peu plus fort. Et le type qui est encore derrière, lui, il va freiner encore plus fort. Et pendant que tout ce petit monde avance, on a un ralentissement qui croît, mais qui recule sur la circulation des bagnoles d'à peu près 20 km/h. Et si la circulation est suffisamment dense, ça finit par donner un arrêt complet des bagnoles à un endroit donné pour aucune raison. Ah, j'ai même pas parlé du fait aussi que quand on a été ralenti par un embouteillage, très souvent on accélère ensuite pour récupérer un peu le temps qu'on a perdu, ce qui est complètement con, ce qui fait qu'on va réduire la distance de sécurité avec la bagnole devant, donc on va devoir freiner plus fort et donc on va recréer un embouteillage derrière. On a la même chose en ville, par exemple à un feu rouge, si vous êtes en 12e ou 13e position au niveau du feu rouge, très souvent vous remarquerez qu'en fait vous n'avez la place d'avancer que quand le feu passe au rouge. Le feu passe au vert, tout le monde est bloqué, il se passe rien, puis une fois que le feu passe au rouge, vous pouvez avancer. Là c'est à peu près la même chose, quand le feu passe au vert, la première personne va mettre une demi-seconde avant de démarrer, la deuxième personne va mettre une demi-seconde une fois que la première personne est partie pour démarrer, et il y a un retard comme ça qui s'accumule et qui s'accumule jusqu'à ce que ça fasse un décalage de 20-30 secondes. Parce qu'idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde se mette à démarrer en même temps quand le feu passe au vert.
C'est-à-dire que les bagnoles se comporteraient comme les wagons d'un train en fait. Mais si j'en viens au fil d'êtres humains en train d'attendre, il y a un système qui devient de plus en plus fréquent depuis ces dernières années, qui est celui que j'appelle du labyrinthe en fait. Vous savez, c'est avec ces cordons de sécurité où vous faites un méga zigzag pour arriver au bout du truc. La plus classique dans les lieux touristiques, vous la connaissez, c'est celle du cordon. Et c'est bien, mais pas que. Autant s'il n'y a qu'un seul guichet, je comprends bien l'intérêt du truc, parce qu'effectivement, le fait de mettre des zigzags, ça permet de stocker un maximum de gens dans un minimum d'espace. On va pouvoir faire un carré de monde sans perdre l'ordre des personnes. Pour autant, quand au bout de ce zigzag, on a 15 guichets, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir ce système par rapport au fait d'avoir 15 files d'attente? Pour les organisateurs, c'est évident que oui. Oui, parce que si vous avez 5 caisses qui sont ouvertes, mais que vous avez une file d'attente qui croît, vous pouvez ouvrir une 6e caisse, une 7e caisse, une 8e caisse, puis vous pouvez les fermer, rouvrir, modifier comme vous voulez, sans que ça ne modifie rien à l'ordre des personnes dans la file d'attente, sans que les personnes soient obligées de se déplacer, de sortir de leur file d'attente, sans qu'on soit obligé de leur dire « je suis désolé, mais ma caisse est fermée, donc vous allez devoir refaire votre file d'attente, mais ailleurs ». Du coup, de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal, parce que ça permet de limiter au maximum les contraintes qu'on fait porter aux gens. Après, ça permet aussi de faire passer tout le monde par un chemin qui est bien défini, qui est parfaitement fléché, sur lequel on peut mettre bien sûr des tas d'achats compulsifs, des conneries à bouffer ou à lire que les gens vont s'empresser d'acheter. Sans compter que quand on est en plein milieu d'une file d'attente fléchée avec un ruban de sécurité et tout, c'est un peu compliqué d'en sortir si jamais à un moment donné on se dit « bon, tant pis, finalement, c'est pas grave, il reste encore 10 minutes d'attente, je me casse ». En revanche, d'un point de vue du temps d'attente, ça change pas grand-chose. C'est jamais plus rapide. Alors pour les matheux qui sont chauds, évidemment quand je dis jamais, c'est pas jamais. Si vous entrez dans une file d'attente alors qu'il y a une seule caisse d'ouverte et que d'un coup on en ouvre 45, oui ça ira plus vite. Mais globalement, ça ne va pas plus vite. En revanche, ça peut aller parfois un peu plus lentement. Parce que ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous retrouver derrière les personnes qui seront lentes et qui auraient été lentes s'il y avait eu plusieurs files et vous vous seriez dit je vais pas derrière celui-là parce que lui il sait pas ce qu'il fait et du coup vous devez attendre. Oui, parce qu'on retire aussi à l'utilisateur qui attend le choix de la file d'attente. Il n'a plus de stratégie d'attente, il n'a plus de position. Voilà, il rentre dans la file au moment où il rentre et il en sort au moment où il en sort. Point. Maintenant on peut se demander est-ce qu'une file d'attente ça sert à quelque chose? À part bien sûr à gérer les péages, les files d'attente aux caisses, enfin à part ce qu'on a vu. Est-ce que ça sert à quelque chose, une file d'attente? Comment ça? Est-ce qu'une théorie mathématique, une science des files d'attente, ça permettrait de traiter d'autres problèmes que simplement de gérer des humains qui attendent? C'est ça la question. Et la réponse est clairement oui. Vous prenez un ordinateur par exemple, ce que fait son processeur, c'est traiter séquentiellement, donc l'une après l'autre, des milliards d'opérations très très simples à réaliser. Il fait ça très très vite, mais il les fait successivement. Donc il faut gérer l'ordre dans lequel les demandes pour ces opérations sont faites. Ce qui peut devenir drôle quand on commence à paralléliser, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs processeurs, chacun faisant une opération, mais le tout en même temps. Et donc du coup, il faut garantir de pouvoir retrouver les résultats et les recombiner derrière si on en a besoin. En mécanique des fluides également, on utilise beaucoup la théorie des files d'attente pour tout ce qui est gestion des flux de fluides. Des flux ou des flots. On s'en fout, on ne parle pas de ça pour l'instant. On l'utilise également dans les conventions de fans, si vous voyez où je veux en venir. Non, on voit pas du tout où tu veux en venir. Sois super explicite, s'il te plaît, monsieur, je participe bientôt à une convention. Si je prends par exemple la convention Neocast à Strasbourg, qui est une convention de vidéastes. Toutes les infos sont dans la description. Pour certains vidéastes, il est évident qu'il y aura des files d'attente. Donc maintenant, vous savez exactement ce que vous devez avoir en tête quand vous rentrez dans cette file d'attente. Déjà, si vous voulez prendre une photo avec votre vidéaste préféré, ce que vous pouvez faire, c'est préparer votre appareil photo pendant que vous êtes en train d'attendre et non pas une fois que vous êtes arrivé. Ça peut sembler con, mais si ça peut faire gagner 3 secondes, ça fait gagner 3 secondes à tout le monde. Ensuite, vous pouvez faire bon usage de votre propre jugement pour déterminer s'il y a des personnes qui sont prioritaires à vous. Par exemple, si quelqu'un est derrière vous avec un fauteuil roulant et ne peut pas avancer parce que vous êtes juste devant, il ne vous est pas interdit de faire un pas de côté. Également, quand vous avez terminé, vous pouvez décider de partir assez rapidement et de libérer la place pour laisser venir le suivant. Je ne suis pas en train de dire que vous devez rusher la rencontre avec le vidéaste. Vous prenez évidemment le temps qui est nécessaire pour échanger quelques mots, prendre la photo, faire signer un truc, que sais-je, j'en sais rien. Mais quand c'est terminé, que vous avez dit au revoir, vous pouvez décarrer super rapidement, ce qui vous permettra d'entrer beaucoup plus rapidement à la file d'attente suivante ou d'accéder plus rapidement à une des nombreuses conférences qu'offre cette convention. Ce que je dis est évidemment valable pour n'importe quelle convention, mais notamment pour Neocast.
Dernier point, mais pas des moindres, quand vous êtes en train d'attendre dans une file d'attente pour voir Antoine Daniel, ou pour voir Link the Sun, ou pour me voir moi, ou pour voir Axolot, le fossoyeur de film, ou quoi, ou qui, ou que sais-je, soyez zen, putain, soyez serein. Tout le monde est là pour prendre du bon temps, pour se faire plaisir, et ni vous, ni personne d'autre dans cette file d'attente n'aime poireauter des heures. Soyez cool, soyez détendu. Prenez le temps de discuter avec les personnes qui sont devant vous et derrière vous. Vous verrez que vous allez faire des rencontres très sympas. Et si vous êtes timide et que vous n'avez aucune idée de quoi est-ce que je peux parler avec cette personne que je ne connais pas, vous êtes dans une file d'attente pour voir la même personne. Parlez de cette personne. C'est du bon sens, non ? Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Merci à tous les tipeurs qui me permettent de réaliser chaque jour ce que je rêve de réaliser. Ce quickie touche à sa fin, s'il vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vert, lâcher un commentaire et le partager à tous vos amis. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort et à suivre l'actualité sur Twitter, Facebook et Google+. Comme j'ai dit, je serai présent à la Néocast de Strasbourg le week-end du 16 mai avec plein de vidéastes. Donc surtout, venez nombreux. Les infos sont dans la description pour tout ce qu'il vous faut. J'ai mis également dans la description un certain nombre de liens vers des trucs que j'ai fait assez récemment et dont je suis plutôt fier. Je suis assez fier d'avoir fait Super Crayon, un épisode de Minute Papillon, un épisode de Unknown Movies. Il y a également quelques interviews que j'ai faites en podcast avec l'original, avec Podcast Science, etc. Donc allez dans la description, voilà, il y a plein de liens, donc faites-vous plaisir. J'ai vu que vous avez été très nombreux à reprendre donc le fond d'écran que j'avais mis la dernière fois, donc c'est cool. C'est moche en plus, mais du coup c'est d'autant plus cool. Mais alors du coup, est-ce que je proposerai pas maintenant un nouveau fond d'écran ? Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. N'importe quoi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et bien sûr d'ici là, restez curieux et prenez le temps d'y penser.